Ça n'a pas encore démarré. Dans 5 minutes. 5 minutes. Ah. Non. On a encore 5 minutes, même s'il y en a qui sont déjà connectés, je crois. Hein? Allô, Manu? waaw yónnee ñu benn bouton ndox s'il te plaît.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce jingle d'entrée. Et vous avez compris que nous commençons aujourd'hui la 7e session de cette deuxième série des webinaires Citizen Leg qui commence à faire du temps et puis à se connaître. C'est un rendez-vous maintenant pour beaucoup de Sénégalais et d'autres ailleurs, en tout cas sur la toile. Nous vous remercions tous d'être là ce soir aussi avec nous pour parler d'un nouveau thème, un thème consacré au tourisme et à l'industrie culturelle, si on peut se permettre de parler ainsi. Mais en tout cas, on s'intéressera aux activités culturelles de façon générale parce que l'industrie supposant une production de masse, on peut se questionner avec des personnalités éminentes qui connaissent bien ces deux secteurs et qui vont nous en parler. Je commence par honneur aux dames, bien évidemment. Oumi Regina Sambou, qui ne se fait plus présenter parce que c'est une journaliste de renommée, mais également elle est aussi observatrice et actrice du domaine culturel qu'elle ne quitte jamais. Alors, Oumou, c'est son quotidien, la culture, tout le monde lui connaît cette carte d'identité. Après avoir fait de brillantes études, bien évidemment, comme vous avez eu à le voir sur les fiches de présentation, elle va donc aujourd'hui nous parler des activités culturelles et comment elles sont éprouvées dans ce contexte de COVID-19. Avec elle, nous recevons également notre monsieur Kane Mamadou, Madou Kane pour les réseaux sociaux, alors qui lui aussi est un enseignant et après avoir été diplômé, historien déjà, ensuite en gestion du patrimoine culturel, mais qui est enseignant du tourisme, du sujet du tourisme et du patrimoine culturel dans plusieurs universités. Alors, il est aussi acteur culturel parce que, étant lui-même secrétaire général d'une association qui réunit les acteurs dans le domaine du tourisme. Et voilà, ce sont les deux grandes personnalités que nous allons recevoir aujourd'hui pour parler de l'impact du COVID-19 sur le tourisme et les industries culturelles. Alors, mais avant d'entrer dans le sujet, je vais quand même donner la possibilité à nos hôtes de ce soir de se présenter à vous. Oumi Regina Sambou, je commence toujours par vous. Allô, Oumi? Voilà. Oui, j'éteins toujours le micro, c'est un réflexe chez moi. Ah, Donc, d'accord. je le disais, merci beaucoup Eliman et merci à Citizen Lex et à Gider pour l'invitation. Bonsoir à Madouka et à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis journaliste culturelle. C'est comme ça que l'on me présente. Je suis également blogueuse et Alors, je et donc, bien, n'entends. je me retrouverai à vous poser des questions. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, c'est nous qui posons les questions et vous allez y répondre, n'est-ce pas? L'arrosé arrosé, comme dit, hein? Comme on dit. Hein? Aujourd'hui, vous allez subir ce que vous avez fait subir les gens comme nous dans le passé, n'est-ce pas? Oui. Je fais ça, cette idée. Alors, c'est le grand challenge de ce soir. Alors, donc, on va quand même permettre aussi à Mamadou Kane de se présenter à vous. Mamadou Kane. Oui, merci Eliman. C'est un plaisir vraiment de partager ce webinaire avec Oumi Regina Sambou, qui est journaliste culturel chevronné et très reconnu. Alors, toutes les organisations aussi qui ont été à l'origine de cette initiative, parce qu'en fait, c'est ce qui me plaît le plus. Depuis Covid-19, il y a beaucoup de réflexions, il y a énormément d'échanges ici au Sénégal, mais un peu partout au niveau africain.
c'est un peu pour gérer cette crise et préparer l'avenir. Et véritablement, c'est une grande, en tout cas, opportunité de parler du tourisme et des industries culturelles. Parfait. En tout cas, merci. Nous sommes honorés aussi de vous avoir ce soir pour avoir une réflexion approfondie sur ce sujet très, très essentiel. Nous allons y revenir tout à l'heure à l'introduisant. Parce qu'avant de cela, je voudrais vous interpeller toutes les deux quand même sur une question d'actualité. Bon, on ne parlera pas du message du président aujourd'hui que je n'ai pas encore suivi. Alors, mais quand même, l'actualité qui est là, c'est le littoral, le bradage du littoral, ou pour ne pas dire l'accaparement du littoral, en tout cas une gestion qui a l'air d'être anarchique du littoral, qui est un des facteurs qui peut déterminer, n'est-ce pas, justement le tourisme. Alors, j'aimerais avoir votre appréciation sur cette affaire, en quoi cela peut véritablement constituer un goulot par rapport à nos ambitions de développement et un cadre de vie harmonieux pour tous les Sénégalais d'abord, ensuite pour aussi les touristes qui viennent nous visiter. Ah, monsieur Mamoudou Kane. Oui, je pense que c'est une question extrêmement importante parce que la terre, c'est notre pilier de vie. Et les sociétés donc évoluent au niveau de la terre et c'est à ce niveau-là qu'on développe en fait ce qu'on appelle la culture. Bon, il se trouve aussi que l'activité touristique est extrêmement intéressée par cette dimension milieu naturel, surtout le littoral, surtout qu'au niveau du Sénégal, je pense quand on a commencé les premières politiques touristiques au niveau, c'était dans les années 70. On avait surtout privilégié le littoral avec les stations balnéaires qui ont été érigées un peu partout au niveau du Sénégal. Donc, les plus belles réussites qu'on connaît, c'est la station de Saly et Cap Skirring, alors qu'il y avait d'autres qui avaient été prévues pour cela. Mais déjà, dès ce moment-là, on a senti que cette pression sur le littoral, donc le domaine national, a été telle que finalement, on a eu énormément de difficultés au niveau de ces stations. Tout le monde sait que finalement, Saly n'était même plus devenue une station balnéaire, faute de plage. Il n'y avait pas de plage parce que la plage a été extrêmement agressée. Bon, c'est vrai qu'on est en train de formuler des programmes de régénération, de restauration en tout cas des plages. On aura des plages dans quelques temps. Mais entre-temps, toutes les activités nautiques sont parties en l'air. Donc, Saly n'est plus une station balnéaire à ce moment-là. Et en plus de ça, on a vu un peu partout les constructions anarchiques au niveau de la plage, qu'il s'agisse de constructions privées comme résidences ou bien de constructions qui peuvent être liées à des activités économiques. Je pense qu'il y a énormément de spéculation au niveau de la gestion de la terre et on pensait qu'avec cette réforme que le président avait initiée, on trouverait des réponses à ces questions-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de solution et la situation s'empire. Il y a un grand projet, je pense, parce qu'au-delà de Joal-Fignon, qu'on va ériger en station balnéaire Pointe-Sarène-Boudienne, il y a aussi un grand projet d'un homme de culture, d'ailleurs, c'est ce que nous saluons, que les hommes de culture puissent investir dans le pays. Mais ce sont des projets parfois qui sèment un peu le doute. Est-ce que c'est un projet qui est... Je parle de Haïkon, le projet d'Haïkon, la ville qu'il peut ériger au niveau de la Petite Côte. Donc, est-ce que ce sont des projets adaptés à notre environnement? Est-ce que ça ne sape pas un peu les logiques en termes de gestion foncière et même de cadre de vie? Donc, ce sont des questions qui se posent un peu partout au niveau du Sénégal et je pense qu'il faut mener cette réflexion et essayer de trouver des solutions qui intéressent tout le monde, parce que c'est une ressource qui appartient à la collectivité
Et avec ces spéculations, on voit de plus en plus qu'une frange importante de la population du Sénégal n'a plus accès à la terre, ce qui est terrible. Absolument. De toute façon, ce lien entre le tourisme et la culture sera fait en permanence tout au long de cette émission. Mais vous, vous avez parlé justement des côtes, des plages, de la petite côte de Sali qui n'existe plus. Nous en savons quelque chose parce que des années avant, 20 ans avant, par exemple, c'est sur ces plages-là que nous nous promenions jalousement avec les hôtels un peu. Mais aujourd'hui, effectivement, ces plages ont disparu. C'est même impressionnant quand on se connaît les lieux des années avant, surtout dans notre enfance, et maintenant, c'est assez impressionnant. Alors, c'est pareil qu'on vit aussi à Dakar, et dans le cadre de vie de façon générale, même plus loin, vers Ziguinchor et autres, etc. Alors, Oumi, vous qui aimez ces espaces ouverts, on le sait, vous sortez souvent pour admirer donc notre cadre de vie, rencontrer des gens intéressants, pour faire des choses culturellement donc dynamiques. Alors, quelle opinion avez-vous de ce comportement d'accaparement de notre foncier et des implications que ça peut avoir sur notre environnement et notre cadre de vie? En fait, pour moi, ça se traduit juste par l'égoïsme qui est quand même devenu quelque part une norme dans notre société. Parce que c'est vrai, à un moment, le Sénégal se basait énormément sur le tourisme balnéaire. Tout récemment, je pense durant les 5 dernières années, ils ont beaucoup parlé de tourisme d'affaires avec la naissance de certains hôtels sur la corniche et tout ça. Mais ça n'empêche, chaque fois, on voit aussi, il y a énormément de privés, comme le disait hier notre invité dans le cadre de notre émission Québétou. L'accaparement des terres, ce n'est pas seulement du fait des hôteliers ou des gens qui sont dans l'agrobusiness, parce que c'est aussi le cas en milieu rural, même si en ce moment, on parle beaucoup du littoral, où au vu de la concentration humaine qu'il y a à Dakar, pas étonnant que c'est plus ça qui fasse le buzz que ce qui se passe au niveau de l'intérieur du pays, où on remarque carrément ce phénomène. Et ce n'est basé sur aucune logique. J'ai toujours tendance à comparer quand je vois comment dans certains pays où j'ai eu l'occasion d'aller, comment ils ont préservé leur littoral. Il y a toujours de grands hôtels, mais avec toujours des plages publiques où les gens ont accès, et on fait en sorte qu'il y a une route qui sépare la plage même de l'hôtel, avec les hôtels où tu peux avoir une vue sur la mer et tout ce que tu veux. Mais la plage, elle est publique, elle appartient à tout le monde, et l'hôtel parfois a l'obligation d'aménager ça. Mais pourquoi on n'a pas pensé à ce genre de truc au Sénégal? Pourquoi on a laissé faire ces mafias de telle sorte que finalement, pour pouvoir profiter de la mer, il faut débourser une certaine somme, et ce n'est même plus une affaire de 1000 francs ou 1500 sur certaines belles plages qui nous restent, parce qu'il faut aller jusqu'à 8 000, 10 000, voire 15 000. Est-ce que c'est normal? Et tout le monde laisse faire dans une indifférence quasi générale, parce que ce qui est déplorable dans cette histoire, c'est que souvent quand on voit ceux qui sont en train de mener ce combat, c'est comme si ça n'intéressait qu'une poignée de privilégiés. C'est en ce moment où, par exemple, c'est au niveau de la banlieue aussi qu'ils sont en train de se rendre compte que aussi leurs plages, ils sont en train de les perdre, qu'ils commencent à avoir la nécessité pour tout le monde de s'engager. Parce que si on remonte encore un peu plus loin, quand on parlait de non au mur avec l'ambassade de la Turquie, c'était certaines personnes, juste après ce que je dis, tu vois nettement que ce sont des gens qui ont les moyens de se payer l'accès aux plages, mais qui se battent pour le principe. Et je pense que culturellement, c'est ce que nous devons encore arracher, cette capacité pour les gens de se battre pour des principes et pour des idéaux. Parce qu'au niveau de notre acculturation, c'est un des plus grands mots. Absolument, absolument, absolument vrai. Non au mur que nous avions fait ensemble, d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle bien, hein. Il y en a même qui ont passé un séjour au niveau du violon. Voilà. Alors, donc, c'est exactement ça, une préoccupation. Et puis, nous autres également, nous sommes toujours jaloux hein, de ces Africains qui profitent de leurs belles places, de leurs belles corniches. Mamadou Kane sait de quoi je parle. Quand je parle de la corniche d'Alexandrie, c'est phénoménal. Et au Maroc aussi, à Casablanca, on n'a pas besoin de parler de Cocopangouana, etc. Mais ici en Afrique, les grandes villes ont de belles corniches. Alors nous aussi, nous avons ce droit-là, et je pense que nous devons rester debout, nous battre pour continuer à préserver surtout le littoral. Alors, nous
nous vous remercions, mais nous remercions également tous ceux qui commencent à être très nombreux à nous suivre déjà sur Zoom avec nous directement ici, mais aussi à travers les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que cette émission est quand même relayée dans ces réseaux sociaux-là et le débat se poursuivra certainement à ce niveau. Alors, je rappelle quand même que cette émission, enfin, cette série de webinaires, elle est initiée par des organisations. C'est JIDER principalement. Je salue la présidente Fanta Diallo qui aujourd'hui est empêchée pour des raisons de famille. Également l'Ex-Africa et puis aussi Lead Sénégal associé à cela. Et depuis la dernière fois, nous sommes accompagnés par la Fondation Enrich Bolt qui s'est joint à nous après avoir vu véritablement l'intérêt que portent ces séries de webinaires qui sont tout simplement un outil de démocratie participative, donc de dialogue citoyen, avoir un débat qui puisse favoriser et éclairer aussi les prises de décision. Voilà, c'est pour cela également que les outputs de ces webinaires seront partagés dans nos documents de capitalisation. Alors maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ce sujet que nous allons aborder en 3 points. Le premier, ce sera de voir directement en quoi le COVID-19 a impacté en fait les secteurs du tourisme et les activités culturelles. Mais également, on verra un peu en termes de perspective de relance, qu'est-ce qu'il pourra se faire, comment réfléchir après Covid. Et enfin, nous allons voir ensemble quel levier devrait être donc appuyé pour qu'on puisse arriver à un développement social et culturel harmonieux qui tient compte des aspirations de nos citoyens. Alors, nous allons commencer donc par ce premier point sur l'impact. Voyez-vous, le tourisme, M. Khan, comme vous le savez mieux que nous, est un levier essentiel même des politiques publiques. Je peux parler du PSE au Sénégal. Alors, parce qu'il y a des ambitions que le Sénégal avait à l'horizon 2023 de placer ce pays dans les 5 pays touristiques en Afrique en triplant le nombre de touristes à accueillir ici de 3 millions par an, mais également d'en faire véritablement un hub et aussi un instrument, un vecteur de développement social et territorial et un hub aérien régional. Voilà, c'est des ambitions que le Sénégal a eues pour le tourisme. Et donc, maintenant, le Covid est arrivé comme ça. Il n'a donc demandé l'avis de personne, il s'est installé. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui un peu l'impact de cette pandémie dans le secteur? Est-ce que ces ambitions devront être révisées? Et qu'est-ce qui se passe véritablement dans le secteur aujourd'hui, M. Khan? Oui, convenez avec moi qu'on est passé rapidement d'une crise sanitaire, rapidement devenue une pandémie, donc mondiale à tous les niveaux, à une crise qui a des relents économiques, mais aussi sociaux, et très grave. Je pense que c'est vraiment inédit ce qui est en train de se passer. Et comme on l'a pressenti, le tourisme a été très impacté. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est essentiellement basée sur le déplacement, qui est un lieu de résidence habituel pour aller dans une destination, ce qui suppose forcément un déplacement. Et on sait que dans ce cas-là, les déplacements sont vecteurs de propagation de la maladie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une activité très rapidement qui a été à l'arrêt. Les voyages internationaux ont été arrêtés en quelque sorte. Il n'y avait plus de tourisme, ce que personne n'a envisagé que ça puisse arriver, que tout le monde reste chez soi. Donc, avec ce confinement-là, le tourisme était complètement mort. Mais imaginez, au niveau mondial, mais le tourisme, ça intéresse 1,2 milliard, n'est-ce pas, de personnes. Donc, c'est une activité immense.
est l'une des activités économiques les plus importantes qui brasse des centaines de milliards de dollars. Imaginez cet impact que cela a pu avoir sur l'économie internationale, sur le tourisme international de manière générale. Alors, cette crise qui est donc mondiale, on l'a aussi reçue ici au niveau du Sénégal. Bon, heureusement que c'était au mois de mars pratiquement où on a déroulé une partie de la saison touristique. Parce qu'à partir d'avril, on sait qu'au Sénégal, c'est la basse saison. Donc, les acteurs, je pense, ont eu quand même à dérouler des activités durant ce laps de temps. Mais ce qu'on a constaté également, l'aéroport qui est fermé, les aéroports qui sont fermés, l'AIBD, les réceptifs aussi fermés et les sites, les activités, les rassemblements n'étant pas possibles, on a perçu ça de manière très, très, très difficile et très abrupte. Voilà, donc je pense que ça a été vraiment un choc. Et on sait que le tourisme, c'est à peu près 7% du PIB au niveau du Sénégal. Il y a à peu près 150 000 personnes qui vivent de cette activité. Vous voyez qu'est-ce que cela a fait. D'autant plus que, en fait, le tourisme draine toute une chaîne, depuis tout ce qui concerne les transports, ce qui concerne les réceptifs d'hébergement, ce n'est pas seulement les hôtels qui ont été impactés, les résidences, tout ça là, les maisons d'hôtes. Donc, les restaurants étaient fermés, il y avait plus de loisirs. Vous voyez donc la situation qui a été vraiment dramatique et qui a fait en sorte qu'il fallait réagir. Je pense qu'il y a pas mal de mesures quand même qui ont été prises au niveau du Sénégal, notamment dans le cadre de Force Covid. En tout cas, on sait qu'il y a 1 000 milliards qui ont été débloqués et le secteur touristique quand même a eu à en bénéficier. De même qu'il y a des mécanismes de financement qui ont été réactivés, comme le crédit hôtelier. L'ADER aussi a participé, de même que la BNDE, pour venir au secours de ce secteur, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a eu des éléments qui ont permis à certains hôtels, en tout cas, de pouvoir s'en sortir, parce qu'on sait que les gens qui étaient en quarantaine, la plupart ont été hébergés dans quelques hôteliers, de même que des entreprises qui ont jugé, des multinationales qui ont jugé nécessaire d'utiliser des réceptifs pour leurs employés. Voilà, donc on se retrouve vraiment devant une situation extrêmement difficile et on ne sait pas encore comment ça va se passer par la suite. Bien, alors qu'on parle d'un secteur qui quand même a bénéficié de beaucoup de faveurs, n'est-ce pas, hein, de la part des citoyens sénégalais, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Autant le secteur touristique, quand même, quelque part, pose aussi des problèmes en accentuant notre dépendance à l'économie exogène, parce que tout simplement, on importe beaucoup d'énergie pour ce secteur, mais on importe aussi beaucoup de denrées alimentaires pour le secteur du tourisme. Et en même temps, nous concédons beaucoup de nos revenus collectés. Par exemple, voyez-vous, il y a cette remise jusqu'à 10% de la TVA pour le secteur. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour booster ce secteur-là qui, du coup, comme ça, tombe dans la désuétude totale. Alors, on reviendra sur ces questions-là tout à l'heure quand il faudra parler, bien sûr, des perspectives de relance. Mais parce que, alors, à côté du tourisme, n'est-ce pas, les industries culturelles aussi sont positionnées comme étant le levier de développement au Sénégal. Alors, n'est-ce pas, Oumi Régina Sambou, mais bon, quand on parle de ces industries, bien sûr, on pense d'abord à la création, mais aussi à la production, mais aussi à la commercialisation de tout ceci. Non? À part ça, je vous dis que moi, je suis habillé aujourd'hui par ABC, donc je suis en train de développer l'industrie culturelle locale sénégalaise. Donc, Oumi, comment appréciez-vous l'impact de cette pandémie qui, jusqu'à bientôt plus de 4 mois, même plus, s'est imposé à nous, 6 mois même. Alors, comment appréciez-vous l'impact sur les activités culturelles au Sénégal? C'est un impact désastreux parce que je pense
artistes musiciens qui, malgré le fait qu'au Sénégal, il y avait énormément de problèmes pour la production d'albums et des choses comme ça, ils commençaient à développer une économie parallèle avec les concerts qui étaient organisés dans la plupart des pubs et des restaurants qui ont tous été fermés au début de la crise. Et vous savez, ces prestations-là ne sont pas évaluées à leur juste valeur parce que déjà, comme le secteur est un secteur totalement informel, les tarifs, c'est vraiment selon la tête de l'artiste et ce qu'il est prêt à supporter. Si mes souvenirs sont bons, l'Association des métiers de la musique ont su faire une évaluation de leurs pertes dans le secteur de la musique durant ces 3 mois. Ils étaient dans les, je pense, 6 milliards parce qu'ils se disent qu'en général, leur secteur de la musique rapporte un peu plus de 30 milliards chaque année à l'État du Sénégal. Donc, c'est sur la base de cela qu'ils ont pu avoir cette aide dont ils ont bénéficié du gouvernement sénégalais de 3 milliards, un 3 milliards qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du secteur de la culture, on parle du cinéma, de la danse, de la musique, de la littérature et tout ça. Ce sont des secteurs qui, est-ce qu'ils sont tous impactés? La question se pose, mais personne n'ose y répondre, franchement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde réclame sa part des milliards que l'État avait annoncé pour venir en aide à tous les secteurs économiques qui ont été impactés par cette crise de la COVID-19. Et quand on sait à quel point la culture chez nous est considérée comme informelle, ce n'est pas comme la culture, comment elle est vue en France, où on dit qu'elle est le troisième vecteur de richesse, bien avant même l'industrie automobile. Au Sénégal, on ne peut pas. Des efforts sont faits dans ce sens pour la production de statistiques culturelles, mais ça reste toujours à l'état de projet, peu importe les organisations qui s'impliquent, peu importe aussi la volonté du gouvernement qui est toujours affichée, mais qui ne se traduit jamais concrètement par des actes concrets. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites et qui ne sont jamais suivies d'effets. Donc, en ce moment, en termes de... C'est clair, ils ont été impactés. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. Ceux qui sont dans le domaine de la littérature essaient tant bien que mal de s'en sortir, de ne pas faire de vagues. Le cinéma aussi est un peu mieux organisé, malgré que le FOPICA, qui est le fonds qui leur a été dédié, ne marche pas normalement. Ils ont su tirer leur épingle du jeu et s'organiser pour faire en sorte que toutes les petites maisons de production qui produisent la plupart des séries, parce qu'on le voit en ce moment, au Sénégal, on est en plein dans le boom de l'audiovisuel. Ils ont essayé autant que faire se peut de venir à leur chevet. Et là aussi, le problème qui se pose, ça reste toujours cette volonté qu'ont les autorités de vouloir formaliser ce secteur où les acteurs quand même ne sont jamais dans une logique de formaliser les choses concrètement. Parce que chaque fois qu'il y a une demande pour arriver à concrétiser, je prends l'exemple du cinéma que je maîtrise un peu plus, il y a une commission qui a été mise en place pour l'attribution des cartes des professionnels du cinéma afin de faire que s'il y a une maison de production étrangère qui vient au Sénégal, elle va directement contacter la direction de la cinématographie qui va pouvoir lui fournir un répertoire avec tous les professionnels reconnus et aussi avec les barèmes financiers afin qu'il puisse fixer ses prix et ses coûts de tournage et tout. Mais ce projet n'est jamais allé jusqu'au bout parce qu'il y a certains qui refusent systématiquement de déposer un dossier. Ils disent qu'ils sont connus, ils ne voient pas l'intérêt pour eux de faire un dossier, de déposer tous les papiers qu'on leur demande, que la direction de la cinématographie n'a qu'à faire ce travail ou la commission qui a été mise en place. Et quand il s'est agi, par exemple, de se partager les fonds-là, ils se sont rendus compte à quel point ça a été, excusez-moi le terme, bête de leur part de refuser cela. Oui, Eliman, le micro est fermé, hein? J'avais fermé, mais c'est bon, vas-y. C'était pour dire que effectivement, ils ont eu tort. Ouais. Ils ont eu tort, mais quand ils l'ont su, bah, c'est en pleine crise avec la COVID-19 qu'on a su. Voilà. Ils ont vraiment pris conscience de l'impact de ce qui se faisait. Et je trouve que c'est ça le principal problème et le principal défi à relever après cette crise, que les gens prennent en compte vraiment la nécessité de se formaliser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui se disent impactés par la COVID-19, mais tout le monde sait qu'en leur âme et conscience, ils n'ont jamais été impactés. Ils ne comptaient même pas sur le Sénégal pour la plupart de leurs
de leur contrat. Mm. Et tout ça, ils sont plus tournés vers l'extérieur, ne cherchent même pas à voir ce qui se passe ici et tout, mais parce qu'ils sont les plus connus, parce ils ont certains accès, ils vont pouvoir bénéficier d'une aide dont ils n'ont vraiment pas besoin, parce que malgré le corona, il y en a dans le secteur de la culture qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais qui le font en toute discrétion et se victimisent en dehors. Mm. Absolument. Un problème sérieux de gestion des données de nos secteurs économiques, ça, c'est un grand défi, effectivement, auquel nous devons nous atteler. Vous avez parfaitement raison. On a vu, effectivement, des célébrités demander donc d'être indemnisées. Donc, quand même, ont avancé des centaines de millions de pertes, etc. On se demande comment et où ils le font. Et en même temps aussi, j'ai vu, par exemple, les instrumentistes qui ont initié même une pétition pour dire que on les a oubliés alors qu'eux, ils sont très impactés parce que n'ayant pas de contrat avec les grands lead vocaux musiciens, etc., ils sont payés donc au cachet, etc. Et donc, du coup, ils se retrouvent sans rien. Effectivement, ça, pour confirmer un peu ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de cette pétition, hein? Bah, je vois énormément de choses passer et c'est ça qui fait rire. Parce que, par exemple, les instrumentistes dont vous parlez, eux, ils sont bien pris en compte dans la sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins. Ah Parce bon, que, ok. oui, les droits auxquels ils ont droit, ce n'est pas les droits d'auteur, c'est les interprètes, les instrumentistes et autres qui ont droit aux droits voisins. Maintenant, il y a les différents collèges qui sont organisés et tout ça, mais ils préfèrent dire que, par exemple, comme fonctionne la SODAV ne leur plaît pas. Ou la SODAV, elle est gérée par la petite sœur de Youssou N'Dour, Ngoné Ndour Kouyaté, qui a été élue par le collège, par le collège des artistes. Parce qu'il y a tous les artistes qui sont représentés dans le conseil d'administration de la SODAV. Maintenant, quels sont les artistes qui se plaignent? C'est les artistes qui n'ont jamais voulu s'impliquer dans cette démarche qui a démarré, pour rappel, depuis 2008. Parce que la question de la société des droits d'auteur et droits voisins, le combat a été entamé avec, entre autres associations, l'association des métiers de la musique depuis 2008 jusqu'à la sortie des décrets d'application, il me semble vers 2013 ou 2014-2015, si mes souvenirs sont bons. La première PCA, c'était Angel Djabon, qui a démissionné, qui avait été remplacé le temps qu'on vote et après, à l'issue de ce vote, que Ngoné Ndour Kouyaté l'a remplacé. Et donc, pour beaucoup d'artistes, ils trouvent que la SODAV, c'est un ensemble d'amis. Ils n'essayent pas de se rapprocher, de voir comment ça fonctionne. Ils n'essayent pas d'acheter leur carte de membre. Ils voient des projets qui sortent. Ils se disent qu'ils n'ont pas été payés comme il se doit, parce qu'eux, il y en a qui se considèrent comme de grands artistes, d'autres qui sous de fallacieux prétextes, décident de ne rien faire. Alors que la SODAV, par exemple, paye énormément à des artistes qu'on n'entend pas souvent. Je ne sais même pas si je dois les appeler des artistes. Les chanteurs religieux, eux qui se retrouvent dans les Hamiltons, il y a beaucoup d'argent que payent les opérateurs téléphoniques. Maintenant, il y a des festivals là, avec ces chanteurs religieux dont vous dites là. Ils font de l'art aussi, n'est-ce pas? Hein? Oui, et ce sont des interprètes. Donc, ils ont des droits avec les opérateurs, quand ils sont payés, eux, ils se retrouvent parfois avec plus de la moitié de la cagnotte qui leur revient. Ce qui, pour les Malachman, est inadmissible. Alors qu'en termes de production, et là où ils sont diffusés et tout, les gens qui payent normalement, c'est eux qui remportent la palme. D'accord. Eh bien, dis donc. Alors, donc, on va quand même, voilà, vous avez soulevé des problèmes, hein? C'est des problèmes, je pense, dans les constats. Mais tout à l'heure, on va revenir sur qu'est-ce qui est possible de faire, parce que quand même, il y a des opportunités aussi qui sont créées par cette situation, ne serait-ce qu'elles nous amènent à réfléchir justement sur nous-mêmes, sur notre environnement et sur les différents secteurs d'activité. Alors, mais avant d'arriver à ce deuxième point, je vais aller prendre quelques questions. Il y en a déjà quand même, hein, que les gens sont pressés là de vous poser des questions aussi. Et comme vous le savez, il y a une équipe derrière. Hein, vous connaissez déjà Rokhaya, qui est notre cheftaine, n'est-ce pas? Et il y a aussi avec elle Mahadi qui s'occupe de communication. Il y a Djibi Ndiaye qui est en back-office. Il y a Mohamed, notre grand réalisateur, qui fait tout ce que vous voyez à l'écran. Il y a aussi Djenaba qui va aujourd'hui prendre le relais de Fanta.
et vous donc donner les questions que nous avons. Bien évidemment, il y a aussi loin d'ici, mais quand même très présente, donc Ndeye Absa Nying que nous saluons. Alors, Dieynaba, alors, tu as déjà des questions, n'est-ce pas? Bonsoir Eliman, bonsoir Bonsoir à toi. Mamadou et à Oumi. Excusez-moi. Oui, les questions commencent à foisonner effectivement. Nous allons commencer avec celle de Madame Khan qui demande de savoir, n'est-il pas opportun de propulser le tourisme domestique? Tous les pays semblent opter pour cette option le temps d'accueillir à nouveau les touristes. Quelle serait la stratégie pour le Sénégal? Il y a également la question de Madame Khayadjei qui demande aussi de savoir quelles sont les opportunités pour le tourisme écologique post-Covid. Je pense que nous allons nous limiter à ces questions pour l'instant. Alors oui, il y a deux questions quand même. Certainement, vous allez... Oui, M. Khan? Oui, donc il y a cette question du tourisme local qui est très agitée en ce moment, hein, au niveau du Sénégal, au niveau africain aussi. On ne parle que du tourisme local, mais aussi au niveau international, parce que comme maintenant c'est très difficile de se déplacer, les mobilités de longue distance, ben voilà, surtout qu'on ne sait pas encore comment la maladie va évoluer, surtout en Afrique. Alors, il y a quand même que les gens se disent qu'il faut promouvoir ce tourisme local. C'est devenu un leitmotiv hein, à tous les niveaux et surtout que c'est quelque chose qui a été revendiqué depuis très longtemps parce que les Sénégalais, bon, disons les Africains de façon générale, ne sont pas de bons touristes quoi. Pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons culturelles. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, mais ce qu'on connaissait, c'est la Teranga. Hein? Donc, on voyage, on va chez l'habitant, quoi. On va chez les parents. On se soucie juste d'amener ce qu'on appelle le yobel, quoi. Donc, ce n'est pas encore très ancré dans nos mœurs. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger. Parce que pour être touriste, hein, il faut des économies, il faut du temps libre. D'autant plus aussi que les Sénégalais ne connaissaient pas le pays. On s'en rend compte tout le temps. Les Dakaroises ne sortent pas souvent de Dakar pour aller à l'intérieur du pays, alors qu'on a un pays magnifique, magnifique. Et je me réjouis en tout cas depuis quelque temps au niveau des réseaux sociaux, parce qu'il y a un déficit de promotion. Il y a l'Agence sénégalaise de promotion touristique qui a quand même compris. Et je pense qu'il y a un plan stratégique qui va être développé et quand même qui va donner sa place au tourisme domestique. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est des initiatives prises par des gens dans les réseaux sociaux. Il y a pas mal de pages où on commence véritablement à voir des images du Sénégal, parce que c'est ça qui manquait. On ne vend pas notre pays avec des images nickel, quoi, qui incitent les gens à venir, parce que le tourisme, c'est vendre le rêve, le rêve. On a des endroits magnifiques un peu partout au niveau du pays, que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit la région du Sénégal oriental avec les chutes de Tindifelo, avec tout ce qu'on a comme ressources naturelles dans ces zones-là. La Casamance qui est magnifique, dont l'élan a été un peu freiné par les problèmes d'insécurité qu'on avait tendance à agiter. Je pense qu'il y a eu une très mauvaise communication sur le tourisme sénégalais de façon générale. Et de plus en plus, on se rend compte que ben voilà, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de bouger. Maintenant, les gens économiquement sont impactés. Cela pourrait constituer un frein au déplacement touristique. Mais c'est mieux, c'est mieux. En tout cas, le Sénégal va être beaucoup plus accessible. Le pays, en tout cas, va être plus accessible que ceux qui avaient l'habitude de bouger, d'aller ailleurs. Parfois, on n'a pas le choix. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ce désir que les Sénégalais ont en ce moment
de découvrir leur pays, n'est-ce pas? Parce que du point de vue culturel, du point de vue naturel, il y a un potentiel énorme. Maintenant, ça suppose quand même des mesures hardies au niveau des tarifs, surtout quand on va vers la basse saison. Je pense que les réceptifs, en tout cas les sites où il y a des activités touristiques, ont intérêt à baisser drastiquement les tarifs pour permettre aux gens d'avoir une accessibilité aux produits touristiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de saisir, de comprendre et d'organiser. Je pense que c'est aussi une opportunité pour les agences de voyage qui étaient un peu plus tournées vers la billetterie à être de plus en plus des agences réceptives, donc qui permettent d'organiser des forfaits, n'est-ce pas, de proposer des packages et des offres qui pourraient être alléchants pour un public touristique. Maintenant aussi, bon, il faut que les gens comprennent que le tourisme, ce n'est pas seulement à l'occidental. C'est vrai, il y a des standards qu'il faut prendre en compte. Mais on peut avoir la forme de tourisme qu'on veut en fonction des valeurs culturelles locales, n'est-ce pas, des convictions des gens. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour que les gens s'y retrouvent, n'est-ce pas, en termes d'offres, n'est-ce pas, en termes de loisirs, mais aussi en termes de découverte de leur milieu naturel, mais aussi de découverte de culture. Beaucoup ne connaissent pas beaucoup les Bassaris, qui ont une culture restée très originale, que ce soit en Casamance ou bien autre chose. C'est ce que nous faisons en tout cas pour nos étudiants en tourisme, quand on leur enseigne les cours en patrimoine matériel, mais on fait des représentations en classe qui nous permettent un peu de montrer ces ressources culturelles qui sont là, qui sont pas très découvertes. Et ça permettra, je pense qu'on va y revenir, à la culture aussi de trouver un nouveau souffle de vie. Parce que les artistes, les populations en tout cas, qui développent un art, parce que l'art en fait, surtout dans nos pays, l'art était au quotidien. On retrouve l'art dans tout ce qu'on fait dans la vie. Quand une femme pile, ça devient de la musique en quelque sorte, et ça devient du sport en quelque sorte. Vous voyez, donc il faut qu'on retrouve ces valeurs-là qui sont constitutives de notre culture et que les gens ont envie de découvrir. Parce que plus que la plage ou bien autre chose, les gens ont besoin de vivre des séquences de vie avec d'autres personnes et de s'enrichir, de se découvrir mutuellement. Voilà, donc je pense que on est un petit pays, mais avec pratiquement tous les milieux naturels, du désert jusqu'à la forêt. On a de l'eau partout. Le Sine Saloum, mais c'est magnifique. La langue de Barbarie, c'est magnifique. Le Lac Rose, Dindifelo, c'est des sites que les gens doivent découvrir. Maintenant, ça pose toujours le problème de l'aménagement. Parce qu'au Sénégal, je voulais en parler lors du premier point qu'on avait évoqué tout à l'heure, le problème de l'aménagement des sites. Là, vous savez, la SAPCO qui a la mission d'aménager les zones touristiques, les sites. Mais on se rend compte que la SAPCO est confinée dans le littoral. Alors que nous avons des sites culturels historiques qui n'ont pas été aménagés. C'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose parce que le tourisme est transversal. Vous avez des milieux naturels qui dépendent du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Vous avez des sites culturels qui dépendent du ministère de la Culture. Mais il n'y a pas encore une synergie qui nous permette d'exploiter ce potentiel et d'aménager ces sites-là pour qu'on puisse avoir des activités touristiques dans ces sites-là. De même que le tourisme religieux n'a pas été suffisamment exploré. Je pense qu'on va y revenir de façon plus détaillée, mais en tout cas, le tourisme domestique, c'est quelque chose qui, à mon avis, va éclore, n'est-ce pas, et va faire ses preuves. Oui, justement, vous parlez de ce tourisme domestique-là. Bon, et vous parlez aussi des valeurs, ce que nous avons à la fameuse Teranga. Les Sénégal aussi par ailleurs savent accueillir les autres, n'est-ce pas? Pas seulement à l'intérieur, mais les autres qui viennent. Mais justement, quand on fait le lien avec ce qui se développe en Europe, par exemple par les
Airbnb, etc. D'ailleurs, je reprends la question que Yerim Diop vous pose pour dire que le fondateur du géant Airbnb a déclaré que le secteur touristique ne se remettra jamais. Et qu'en dites-vous? Ben, Ça l'arrange, n'est-ce pas? Ça l'arrange bien aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà. Effectivement, effectivement. En tout cas, c'était bien parti, hein. Même le Sénégal qui a eu des difficultés à mettre en place une politique touristique commençait à prendre les meilleures décisions, hein, avec l'aéroport, avec le plan stratégique qu'on va développer, avec la restauration des côtes. De même que les entreprises au niveau international, n'est-ce pas, avaient quand même des visées sur le continent africain. Il y a beaucoup de chaînes, de grandes chaînes qui veulent s'installer sur le continent africain. Donc, on était sur une belle lancée, mais Covid a tout remis en cause. Maintenant, on est dans l'incertitude, donc les avis foisonnent en quelque sorte. Bon, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, en fait, c'est vrai que ça l'arrange. Mais ce qui est clair, c'est que la façon de faire le tourisme va changer. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense qu'il faut y réfléchir très vite, hein, et trouver des solutions. Mais tout dépendra, à mon avis, de l'évolution de cette maladie. Parce que quoi qu'on dise, les gens sont toujours réticents, mais ont des envies de voir ailleurs, hein, d'aller ailleurs. Hein, il y a toujours ces envies-là. Donc, quand les possibilités se représenteront, ils reprendront ces activités touristiques. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut se préparer à toutes ces éventualités. Et pour le moment, effectivement, privilégier le tourisme domestique, parce que c'est ça qui est le plus sûr. Hein. Sur le tourisme international, il y a énormément d'incertitudes. Oui. Alors, merci beaucoup. Je reviens à Djenaba parce que je pense qu'il y a d'autres questions. Est-ce que tu peux nous donner une question qui concerne justement l'industrie culturelle pour Omi? Djenaba? Allô? Bon, elle ne semble pas être connectée, mais je vais reprendre quand même une question qui est là, Oumi. Il dit, quels éléments seront fondamentaux pour assurer un redémarrage de l'industrie culturelle? Les éléments fondamentaux. Ça anticipe un peu aussi sur le deuxième point. Hein? Ouais, ouais. Moi, je pense que là, vu qu'ils ont... oui, tu n'as pas suivi le président. À partir de demain, l'état d'urgence et couvre-feu, c'est tout fini et tout. Si la plupart des artistes qui ont vu, la plupart des réalisateurs qui ont vu leur tournage suspendu, parce que je prends l'exemple de quelqu'un comme Angèle Diabang, dont je parlais justement, elle était dans le tournage de son premier long métrage, Fiction, qui avait été arrêté à cause de Corona. Maintenant, Corona continue, il est toujours là. On a, je sais pas, toutes les restrictions ont été levées. Probablement, elle va bientôt reprendre. On espère que bientôt aussi, le monde de la nuit va pouvoir reprendre sa place parce que juste pour le moment, il y a aussi les restrictions envers les boîtes de nuit et autres, là où se produisaient la plupart des artistes, musiciens, interprètes et chanteurs. Donc, je pense, une fois que ça va démarrer, parce que les gens, de toute façon, ils ont toujours cette envie de sortir, d'aller dans des after-work, de se mettre dans des espaces où il y aura forcément de la musique. Et donc, s'ils se remettent aussi à payer les droits comme il se doit à une société comme la Sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins, ça va redémarrer. Et les éditeurs aussi vont se remettre à la tâche. Et donc, je pense que c'est juste en ce moment la levée de ces restrictions et qu'on laisse tout le monde faire comme il faisait avant. Parce qu'il n'y avait pas une structuration légale qui faisait en sorte que tout le monde puisse évoluer comme il se devait. Mais n'empêche, tout le monde se débrouillait dans ce secteur informel, dans ce magma où il n'y avait absolument aucune règle qui était respectée. Donc, on remet les choses comme ils étaient avant et ça va redémarrer sans souci. D'accord. Alors,
Alors, maintenant, on va quand même attaquer le deuxième point qui concerne les perspectives de relance que vous avez bien ouvert d'ailleurs, Oumi, parce que vous parlez justement de perspectives, de comment redémarrer. Alors, donc, pour revenir à vous, M. Khan, les contraintes et les incertitudes qui font face aujourd'hui et la nécessité de requalifier pas mal de choses. Vous avez tout à l'heure parlé des stations balnéaires, mais aussi les questions de gouvernance qui méritent d'être adressées aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de toutes ces concessions que nous, contribuables sénégalais, faisons au secteur touristique. Hein, il y en a énormément, mais malgré cela, voilà, il y a toujours des problèmes, des hôtels qui ferment, des employés qui ne sont pas contents, etc. Donc, bref, il y a aussi ces questions de gouvernance qui se posent. Alors, que proposez-vous en termes de perspective et comment relancer le secteur donc, après Covid? Oui, je pense qu'il faut régler les problèmes présents. Je pense que il y a eu donc ces mesures qui ont été prises pour permettre aux gens de survivre, donc, il y a des fonds qui ont été injectés, mais le problème, je vais y revenir, c'est la répartition de ces fonds qui essentiellement sont captés par les gros bonnets, comme toujours. Donc, on s'est rendu compte aussi que, je pense qu'Oumi l'a soulevé tout à l'heure avec le secteur de la culture, on s'est rendu compte que le secteur touristique aussi était très informel. Il y a énormément d'acteurs qui sont dans la chaîne de valeur, et de plus en plus, on parle donc de cette chaîne de valeur. Qui font vivre le tourisme en fait, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas reconnus. Ce qui pose un problème de gouvernance sur la délimitation du périmètre de gouvernance des secteurs que les gens ne maîtrisent pas. On ne sait pas exactement qui sont ces acteurs-là qui font vivre le tourisme. Parce que le tourisme sénégalais est victime un peu de son histoire. Bon, on a longtemps pensé que le tourisme s'arrêtait à l'hôtellerie, quoi. Ça a été un péché mignon, je pense, dans la gestion du secteur touristique, et on a laissé en rade complètement les autres acteurs qui font vivre le tourisme. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une organisation qui commence à se faire entendre qu'on appelle Compact Yatal, donc le collectif des PME, TPE et acteurs de la chaîne de valeur tourisme, n'est-ce pas, qui est en train quand même de se faire connaître, de se faire entendre pour qu'on puisse prendre en compte tous les acteurs. Donc, il y a énormément de problèmes qui se posent parce que rendez-vous compte que même l'éleveur de volaille ou bien le pêcheur ou bien le maraîcher se retrouve dans cette chaîne de valeur. Et quand il n'y a plus d'activité touristique, ces gens sont impactés. Et on se rend compte que de cette transversalité de ce secteur-là, qui ne laisse pratiquement aucun autre secteur de l'économie indemne. Donc le mal est très profond. En tout cas, les ressources injectées vont permettre à certains de survivre, mais beaucoup sont encore laissés pour compte. Ça, c'est un vrai problème des contraintes qui se posent au niveau du secteur. Maintenant, comme on l'a dit, il y a toujours des incertitudes. Bon, les hôtels commencent à ouvrir, mais avec quels clients? Les restaurants ont commencé aussi. Bon, certains sites naturels sont toujours fermés, donc les réserves, les parcs. C'est un problème aussi qui demeure pour l'instant. L'aéroport n'est pas encore ouvert. Bon, on prévoit que ça se fera, mais dans quelles conditions et sur quelle durée? Donc, il y a énormément de problèmes qui se posent. Maintenant, les gens sont en train de réfléchir, c'est ça qui est peut-être le plus important, sur la requalification de ce qui existe, l'existant. Salé, bon, oui, il y a des initiatives pour régénérer les plages, c'est très bien, je pense que. Mais bon, Salé n'est pas très aménagé, quoi, parce qu'il y avait un aménagement qui a été complètement corrompu. Salé est devenue une ville comme n'importe quelle autre ville, pas
attractive du tout, alors que nous devons travailler sur l'attractivité de nos espaces touristiques de façon générale. Bon, il y a des projets sur la baie de Han. Bon, ça suscite peut-être beaucoup d'espoir pour le tourisme, pour le cadre de vie. Donc, il y a les projets, les grands projets de Sarène, de Mboyen. Il y a le code du tourisme qui va être voté. Mais il faudra revoir beaucoup de choses, surtout sur les licences des agences de voyage. Il y a beaucoup qui sont dans l'informel, qui sont dans les agences de voyage en ligne, qui sont dans l'informel parce que, imaginez que la licence est passée de 500 000 à 5 millions. Donc, il y a énormément de contraintes pour favoriser l'entrepreneuriat touristique. Alors que souvent aussi, ça suppose de gros investissements. On ne sent pas toujours, je l'ai dit, l'aménagement au niveau de l'intérieur du pays. Donc, ce sont des éléments qu'il faut revoir. Saly doit redevenir une station balnéaire. Les infrastructures touristiques aussi doivent retrouver de leur superbe parce que souvent vieillissantes. Le Sénégal reste toujours très cher. Donc, le Sénégal n'est pas très compétitif, en termes de... Voilà, ce qui fait que finalement, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et même la Gambie nous donnent le pion. Alors que c'est nous qui avions démarré plus tôt que ces pays. Nous sommes endormis un peu sur nos lauriers. Donc, la gouvernance, je le dis, au niveau gouvernemental, il y a énormément de problèmes. Je pense que, bon, en tout cas, on a senti une bonne volonté du ministre Aliou Sarr pour remettre les choses à l'endroit. On voit aussi que la SPT est en train de bouger. En tout cas, ils ont un plan stratégique. Ils ont mis en place une plateforme pour favoriser surtout le tourisme domestique. Mais il faudra évaluer tout ça. Est-ce que ce qu'on propose est vraiment opérationnel? Parce que souvent aussi, les acteurs qui sont à la base ne sont pas consultés lorsqu'il s'agit de parler de relance de l'activité touristique. Ce qui fait que chaque fois, il y a des slogans. On veut 5 millions de touristes horizon X, mais en faisant quoi sur le terrain? Sur les textes, c'est très beau, mais sur le terrain, on ne voit pas encore ces applications. Parce que les acteurs qui font vivre le tourisme ne sont pas suffisamment impliqués. Les guides, la situation des guides, elle est quand même désastreuse. Et c'est des gens qui vivent dans la précarité. Vous voyez, il y a énormément de problèmes. Bon, la gouvernance, c'est aussi les financements qui ne sont pas toujours accessibles aux vrais acteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les gros bonnets qui captent les financements. Le crédit hôtelier et touristique, c'est le crédit pour quelques hôteliers, grands hôteliers en quelque sorte. Oui, il y a ces difficultés-là, de même que les structures d'encadrement. Que ce soit les inspections du tourisme, les services régionaux de tourisme, souvent il y a des fonctionnaires qui n'ont pas de l'emprise sur l'activité touristique de façon générale. Les syndicats d'initiative, moribonds en quelque sorte, à part quelques-uns, Saint-Louis qui se débrouillent, quelques autres localités, mais c'est quelques personnes qui gèrent ces syndicats d'initiative et qui ne profitent pas à tout le secteur. Les offices de tourisme, on n'en a pas encore beaucoup. Bon, et même, ce n'est même pas encadré par la loi. Alors que partout dans le monde, les offices de tourisme jouent un rôle important et permettent de mutualiser, n'est-ce pas, les efforts des différents acteurs. Alors, la question toujours du transfert de compétences du tourisme se pose chaque fois. Parce que c'est un système qui est un peu trop centralisé et qui devrait véritablement être plus décentralisé pour permettre aux acteurs à la base de s'impliquer correctement, de développer des politiques de marketing territorial, ce qui manque énormément au niveau du Sénégal. Je pense qu'à ces niveaux-là, il y a énormément de choses à faire. Ce sont des perspectives qui peuvent nous valoir beaucoup de succès. Mais attention, le fait de transférer la compétence tourisme aussi n'est pas une panacée. Parce qu'on sait
qu'il y a beaucoup de domaines qui sont transférés. Je pense à la culture, hein, qui sont des domaines transférés. Mais allez dans les mairies du Sénégal, c'est rare que vous trouverez un service culturel. Hein? Donc, il n'y a pratiquement pas de politique municipale en termes de culture. J'en sais quelque chose. J'ai été directeur de cabinet du maire de la ville de Thiès. On a essayé de mettre en place des politiques culturelles, des initiatives culturelles pour animer nos espaces, parce que c'est ça qui manque. Nous avons un problème d'attractivité. Le Sénégal est naturellement attractif. Hein? Tous les gens ont envie de venir au Sénégal. Tous les Africains ont envie de venir au Sénégal. C'est naturellement attractif. Mais sur le terrain, on ne voit pas cette attractivité, à part ce qui est naturel, ce qui reste à l'état de potentiel. Parce qu'il faut qu'on quitte le potentiel pour avoir des produits, de vrais produits. Et ça suppose un travail colossal, un travail considérable qu'il faut faire avec les acteurs, surtout quand il s'agit de développer un tourisme culturel, les acteurs touristiques qui doivent travailler avec les acteurs culturels, mais aussi avec les professionnels de la culture. Bon, les perspectives, hein, comme je le disais, les Africains ont envie de venir au Sénégal, il faut leur faciliter cela. Mais mettre en place des circuits qui peuvent être transfrontaliers. Parce que, bon, comme le disait Chirantayeb, il ne faut pas qu'on laisse nos États-là, nos frontières se fossiliser, quoi. Il faut que cette intégration africaine puisse se faire par le tourisme. Ce serait une excellente chose. Donc, ça va drainer énormément d'Africains au Sénégal. Les Africains veulent venir au Sénégal, veulent découvrir le Sénégal. Donc, développer le tourisme domestique, on l'a dit, je pense qu'il faut y mettre les moyens, que quand même les tarifs soient accessibles, on permette aux gens qu'on les organise pour créer un tourisme de masse domestique, mais aussi ce tourisme de proximité avec les pays frontaliers, les pays de la sous-région, et surtout un tourisme de transit. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, imaginez, parce que naturellement, le Sénégal est un hub, hein, en termes de transport aérien, naturellement. On peut desservir pas mal de spokes, donc de destinations, les grandes capitales de l'Afrique occidentale à partir de la plateforme AIBD de Dakar. C'est possible. Et qu'on permette aux gens qui viennent de Paris pour Abidjan ou bien Paris pour Bamako de transiter par Dakar, d'user d'un temps de transit, 24 heures, 48 heures, 72 heures, pour découvrir le Sénégal, aller à Gorée, visiter le musée des civilisations, ou bien le monument de la Renaissance, aller au lac Rose, c'est possible. Le lac Rose qui est aujourd'hui menacé d'ailleurs par le bradage foncier. Hein? Oui. Donc les questions sont très liées, n'est-ce pas? Je suis un peu déconnecté, je pense. J'ai un problème avec... Non, on vous entend bien, on vous entend très bien. Très bien, d'accord. J'ai un souci là avec mon ordinateur. Donc, ouais, je parlais du tourisme de transit qui est extrêmement important, qu'il faut développer et ça permettra à Air Sénégal, n'est-ce pas, à l'aéroport de jouer un rôle important, n'est-ce pas, parce que les Africains ont vraiment envie de découvrir Dakar, de découvrir le Sénégal, d'aller dans des endroits qui sont proches de l'aéroport. Et je pense que c'est un créneau extrêmement important. Il faudra qu'on y réfléchisse de façon plus élargie. Le temps que j'ai réglé mon problème. Très bien, oui, c'est ça. On va aller voir Oumi, qui aussi a beaucoup réfléchi sur les perspectives et les opportunités de relance donc, de l'industrie culturelle. Déjà, Oumi, est-ce qu'on est dans l'industrie culturelle? Est-ce qu'il y a véritablement une production de masse dans le domaine culturel au Sénégal, malgré notre potentiel énorme? Oui. On a un énorme potentiel, mais il n'y a vraiment pas une production de masse. Parce que même quand vous regardez, par exemple, le nombre d'albums que les artistes produisent, c'est toujours pas des masses. Nous, on est très loin de pouvoir définir le nombre de disques de platine, le nombre de disques de diamant et tout. Mais en ce moment aussi où on est dans l'ère de la dématérialisation, où on parle de nombre de clics, nombre de partages, de téléchargements et des trucs comme ça.
Mais il y a des jalons qui sont posés pour aller vers cette industrialisation qui, bon, chaque fois, on se dit qu'on va y arriver, ce sera une réalité d'ici 2 ou 3 ans, mais c'est comme si, quelque part, on refusait le développement et ça rejoint tous les problèmes de gouvernance évoqués tout à l'heure par Modakan. Quand il parle du tourisme, j'ai envie d'ajouter aujourd'hui, le Sénégal, c'est un beau pays, indiscutable, bien placé géographiquement, indiscutable, et qui a aussi énormément de choses que les gens voudraient visiter. Aujourd'hui, on a combien de sites qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO? Je pense qu'on en a 10 ou 11, on en a 10 ou 11. Mais vous savez, il n'y a absolument rien qui est fait pour tout ce qui tourne autour de la valorisation. Parce que normalement, il devrait y avoir des hôtels autour de ces sites. Par exemple, je donne juste l'exemple des mégalithes qui sont dans la zone du Ndoukoumane. Il y a un des mégalithes qui est en France et le reste est là-bas, mais ils sont laissés à l'abandon. Il n'y a absolument rien qui est fait pour conserver ce patrimoine. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est fait de Saint-Louis. Il a failli être déclassé pour être classé patrimoine en péril. On essaye de réfectionner, de relancer, mais et ça ne passe pas. Parce qu'il y a aussi ce truc que je trouve que nos gouvernants ne prennent jamais en compte. Aujourd'hui, le tourisme, quand on parle de tourisme dans notre pays, ça a une forte connotation péjorative. Et même, Elimane, j'ai envie juste de vous titiller. Quand vous en parlez, j'ai l'impression que vous-même, vous pensez que le tourisme, ça ne sert à absolument rien. J'ai vu une des questions passées où on a parlé aussi directement, on a parlé de tourisme. Il y a énormément de types de tourisme qui existent. Pourquoi on pose la question sur le tourisme sexuel? Et aussi, au Sénégal, dès qu'on parle de « je vais à l'hôtel », dans l'entendement populaire, il y a toute une charge négative qui est aussi là-dedans. Donc, pour moi, c'est ça qui bloque le fait qu'on peine à réellement développer un tourisme local chez nous. Parce que, je ne sais pas, c'est un pays où on a le sens de la teranga, un mot que nous aimons utiliser à toutes les sauces. Pour nous, le sens de la teranga, ça va de soi. On va quelque part, on va trouver un de nos oncles qui va nous accueillir et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'étranger qui vient au Sénégal, quel est ce sens de la teranga que nous lui montrons? Quand il descend à l'aéroport international de Blaise Diagne, il est pris d'assaut par différentes personnes. Après, très souvent, il est victime d'arnaque. Et quand vous regardez la plupart des revues qui sont faites sur la destination Sénégal, vous voyez que pour le touriste, quand il vient au Sénégal, il est vu comme un portefeuille sur pattes. Et pendant ce temps, ajouté à cela, il va venir dans la plupart de nos sites, il va traverser le Sénégal, il va quitter l'aéroport, disons, je donne un exemple, pour aller aux îles du Saloum. Il va traverser combien de régions du Sénégal où on ne voit qu'ordure, absolument rien de beau, rien de bien entretenu, des routes chaotiques et tout cela. Après, on dira que oui, de toute façon, c'est un touriste, il est venu pour la chaleur humaine. Cette chaleur humaine, à un moment, ça va l'étouffer parce qu'il sera pris d'assaut à plusieurs reprises par différentes personnes. Il va se retrouver à interagir avec des guides. Parce qu'il a parlé tout à l'heure des guides, c'est pour ça que je mets une pause. Autant il y a des guides professionnels, autant il y en a qui ne feront que vous réciter Wikipédia. Et vous pensez que celui qui va faire 6000 km pour venir au Sénégal, il a besoin qu'on lui récite Wikipédia? De quoi a-t-il envie? Et même si on prend ce Sénégalais aussi, natif de Casamance, qui décide de faire du tourisme et qui va aller à Kaolack, qu'est-ce qu'on va lui proposer concrètement? C'est énormément de choses sur lesquelles on passe comme ça, comme si c'était un truc vite fait, alors qu'il y a énormément de choses à exploiter. On parle du tourisme culturel. Oui, le Sénégal a été à un moment un lieu indispensable, un passage incontournable pour la plupart des artistes, des célébrités mondiales. Je pense dans les années 60, 70, juste dans les années 80, tous les grands noms, ils venaient au Sénégal. Et les gens, à cette période-là, savaient que, je pense, le bien culturel avait un coût. Aujourd'hui, vous vous retrouvez organisateur d'un concert et tout, il y a plus de gens qui vont vous demander un ticket plutôt que d'acheter des tickets.
vous publiez un livre, plus de gens vont demander leur exemplaire que de sortir de l'argent pour aller acheter ces exemplaires. Vous sortez un disque, on va vous demander de l'offrir plutôt que de le vendre. C'est ça le problème. Il faut qu'on prenne conscience quelque part que le bien culturel a un coût et juste en ce moment-là, on pourra réellement avancer, faire fructifier tout ce que nous avons comme richesse culturelle. Et ce pays, nous en avons énormément, que ce soit à travers les différentes ethnies dans toutes les régions du Sénégal. Je pense que chaque région a ses spécificités. Parce que je ne veux pas parler d'une spécificité particulière à une région, mais c'est chaque petit village qui a un charme fou que nous ne savons même pas exploiter. Et aussi l'acculturation que nous remarquons aujourd'hui, tout le monde cherche à être moderne, tout le monde cherche à être des gens des villes et tout, et on en perd tout ce qui fait notre authenticité, ce qui est dommage. Absolument. Donc, vous avez parfaitement raison. Hein? Et je suis d'accord avec quand vous égratignez justement nos faiblesses au niveau de l'aménagement local. J'ai tendance à dire au Sénégal, peut-être que même dans le code de la route, on pouvait se priver de mettre des panneaux. Vous entrez dans une agglomération. Il suffit de voir l'état d'ordure pour savoir qu'on entre dans une agglomération. Alors ça, c'est quand même une image dont il faut se départir si nous voulons véritablement rendre beaucoup plus attractif, n'est-ce pas, notre territoire. Alors, donc, vous avez énuméré pas mal de questions intéressantes et je ne suis pas, au contraire, je ne suis pas en train de faire croire que le tourisme n'est pas important. Non, loin de là. Je veux juste qu'on identifie les problèmes que nous avons et de voir comment nous pouvons donc davantage exploiter notre potentiel. Vous êtes revenu sur ça, surtout le potentiel culturel qui doit effectivement servir donc le développement du tourisme. Et cela va nous amener justement vers ce troisième point, les leviers culturels du développement, sur lesquels tous les deux, vous allez vous retrouver bien évidemment. Et tout à l'heure, en parlant de culture, je vois une question de Moustapha Gaye qui disait que, bonjour Madame Michel et Confédération, si nous parlons de l'industrie du tourisme culturel, je pense que ça nous amène à parler aussi du tourisme religieux. Ma question est, quelle stratégie pour le développement du tourisme religieux? Je pense que M. Khan avait prévu d'évoquer ça. Vous aussi, au moins, vous parliez de ça, de ces leviers internes qu'on peut utiliser. Bon, voilà. Donc, mais attendez, est-ce que je vais voir quand même si Djainaba n'a pas encore des questions ici? Parce qu'il y en a beaucoup que je vois quand même. Allô, Djainaba? Oui, Eliman, je suis là. D'abord, ce commentaire de M. Aboutal qui relève la problématique de la communication, un problème de communication, et qui pense qu'il est aussi important de faire des vidéos sur les sites touristiques et de montrer aux Sénégalais afin de créer des envies chez les Sénégalais de découvrir leur pays. Nous avons également une question de... Voilà, une question de M. Albert Silla, qui est de savoir la question du tourisme par d'autres Africains est pertinente et pose en même temps la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour lancer les autres formes de tourisme religieux, local, participatif, écotourisme, pourquoi pas médical? Qu'est-ce qui est fait pour corriger l'image de dépravation liée au tourisme balnéaire, par exemple? Quelles sont les politiques à l'œuvre dans le secteur touristique? Merci, Djainaba. Votre dernière question renvoie à ce que disait Oumou tout à l'heure sur le tourisme sexuel aussi, qu'il faut adresser. Alors, quelle réponse avez-vous à ces différentes questions-là? Et en même temps, on plonge sur ce dernier point concernant alors les leviers culturels du développement. Ok, bon, je pense que je vais réagir sur cette perception qu'on a du tourisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a évoqués au niveau des contraintes, mais moi, je suis plus enclin à vouloir peut-être un peu plus vendre le Sénégal. C'est vrai que le problème de la salubrité, c'est vraiment une honte. Hein? Voilà, on est mal accueilli. On est toujours accueilli par des immondices quand on entre dans certaines villes. C'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps et qui décourage les touristes, hein, qui les choque d'ailleurs, qui les choque. L'autre phénomène, aussi, hein, ça nous choque.
Oui, ça choque tout le monde. Ça choque tout le monde, en fait. Juste pour, pour être dans le cadre, quoi. Voilà. C'est choquant, ça choque tout le monde, effectivement. L'autre problème, pour vous dire que c'est tellement ressenti, en tout cas, par les acteurs touristiques, l'autre problème, c'est le problème des enfants. Les enfants dans la rue, qui font que beaucoup ne veulent plus revenir hein, au Sénégal en voyant ce phénomène. Donc, ce sont des problèmes qui choquent tout le monde hein, et qui impactent énormément sur la productivité de l'activité touristique. Il y a un problème de communication. Dans la sécurité aussi, hein, l'agression, Oui, tout ça, il y a beaucoup de tourisme qui parle de ça. Sécurité, c'est vrai, on est en train de mettre en place des polices, une police touristique est mise en place, mais c'est véritablement des problèmes de comportement qu'il faudra régler, donc des problèmes donc, liés à cette perception. D'autre part, la communication, elle est mauvaise. On est toujours enclin à montrer ce qui ne marche pas au niveau du tourisme sénégalais. Regardez, quand il s'est passé l'Ebola, la période Ebola, moi j'avais commis un article dans ce sens-là. Alors qu'on n'était pas du tout touché, alors qu'il y avait Ebola ailleurs, nous, on n'a pas saisi cette opportunité pour, n'est-ce pas, nous faire vendre. Quand il y a eu le terrorisme en Afrique du Nord et ailleurs, on est toujours en train de dire que oui, parce qu'il y a terrorisme, les gens ne viennent pas. Mais il faut leur montrer que nous sommes dans un havre de paix et que les gens seront en sécurité dans nos pays. On ne saisit pas ces paramètres-là dans la communication. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, il manquait énormément de visibilité de nos sites, de notre potentiel. Et je vous ai dit que quand même, je commence à voir pas mal d'efforts qui sont consentis dans ce sens. Donc, il y a un problème lié à la communication visuelle, donc à l'image du Sénégal, qui est une bonne image. À mon avis, ça doit être très facile de régler ce problème d'image, donc de visibilité. Et il manque de l'information touristique. Hein? On ne voit pas de dépliant, on ne voit pas de catalogue, hein? On ne voit pas. Bon, peut-être il y a des efforts qui ont été faits avec, en tout cas, un document qui est sorti par la SPT, un répertoire du tourisme sénégalais. Je pense que c'est quand même des efforts à saluer. Donc, à ce niveau-là, il y a problème. Maintenant, quand on parle de potentiel touristique, parce que le problème, c'est de passer du potentiel au produit. Le potentiel touristique, il y a 3 éléments. Vous avez le potentiel, les ressources naturelles, hein, vous avez les ressources culturelles et vous avez les équipements infrastructures. Si vous avez ces 3 éléments-là, vous avez un potentiel. Maintenant, comment passer du potentiel au produit? C'est là où nous pêchons. Nous avons réussi à avoir un produit balnéaire qui a fini comme on le voit. Nous avons un tourisme d'affaires, c'est tout à fait naturel que les gens viennent à Dakar pour des séminaires, pour le travail, et ainsi de suite. Voilà. Mais la valeur ajoutée sera ailleurs, au niveau culturel, au niveau de l'écotourisme. Hein? L'écotourisme. Hein? Parce que quand on parle d'écotourisme, ce n'est pas seulement l'aspect écologique. Hein? Oui, l'aspect écologique est tout à fait présent. Et les gens, de plus en plus, se disent que nous voulons faire le tourisme autrement. On veut être beaucoup plus intelligent. On ne va pas être seulement des gens qui vont se prélasser sous le soleil à la plage, mais aller à la rencontre des populations, découvrir des milieux naturels, et on en a. Maintenant, j'en ai parlé de l'aménagement. Les problèmes qui sont liés à l'accessibilité, il faut les régler. Des pistes, des routes, la signalétique inexistante. Il faut de la signalétique qui permette aux gens de se déplacer et même d'être autonomes dans leur déplacement. Hein? Voilà, donc un minimum d'aménagement, des aménagements sommaires en adéquation avec les milieux naturels, ça ne demande pas énormément d'investissement. C'est comme ça qu'on pourrait un peu développer ces éléments-là. L'autre élément qui va permettre aux acteurs culturels d'être utiles, c'est l'animation de nos villes. Hein? Bon, à Thiès, on avait essayé avec le programme qu'on appelait Thiès, hein, qui permettait à la ville d'être beaucoup plus attractive du point de vue des animations. Parce qu'à Thiès, en fait, on a une pourriture d'artistes. Ils sont tellement nombreux, les artistes à Thiès, mais il
il n'y a pas suffisamment de cadres d'expression. Hein? Donc, des endroits qui sont capables de recevoir les gens, hein, et qu'on puisse leur proposer des spectacles vivants. C'est possible, le potentiel est là. Donc, c'est le niveau de production qui manque au niveau du Sénégal. Et il faut renforcer les acteurs qui sont à la base. Parce que, bon, on parle de gouvernance touristique, oui, c'est bien en termes de stratégie, en termes d'orientation, mais le tourisme en soi, c'est une activité du secteur privé. Il faut permettre aux gens de pouvoir s'y investir en facilitant un peu l'entrepreneuriat. Et ça va faire vivre les artistes. Ça va faire vivre les artistes. Bon, on a évoqué le problème du patrimoine, mais il n'y a pratiquement que le tourisme qui peut contribuer à la valorisation économique du patrimoine. En tout cas, c'est le secteur le plus adéquat pour cela. Parce que, bon, nous, on a négligé notre patrimoine. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps pensé que c'était un secteur qui ne pouvait pas générer des revenus, qui ne pouvait pas apporter de valeur ajoutée. Et même les gens étaient réticents à subventionner, parce que la culture, elle doit être subventionnée. Étaient réticents à subventionner, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent subventionner ce patrimoine. Pourquoi? Premier élément, parce que c'est une valeur symbolique. Bien que ça soit une valeur symbolique qui a un sens, qui porte un contenu, un capital culturel, rien que pour ça, explique pourquoi on doit subventionner le patrimoine et les activités culturelles de façon générale. Alors, bon, maintenant, la subvention, elle est importante. Les festivals, mais les festivals ne sont pas rentables, elles ne sont pas faites pour être rentables, mais pour susciter une animation. Il faut qu'on essaie d'évaluer un peu les retombées économiques d'un festival. Qui va en profiter? C'est la localité, c'est le transporteur, le chauffeur de taxi, c'est l'hôtelier, c'est le restaurant, c'est le jaïkatu caaf. C'est tout le monde qui profite du festival parce qu'il y a un flux de personnes qui vont avoir des consommations en dehors du festival. C'est comme ça qu'il faut expliquer pourquoi c'est important de mettre en place une animation culturelle, de l'événementiel culturel. C'est ça son sens. Et en termes d'attractivité, parce que cette animation, on parle de tourisme, oui, mais il faut d'abord penser à la population locale. Si on veut qu'il y ait cette adhésion, qu'il n'y ait pas ces violences qu'on a dénoncées. Les gens sont violents parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils sèment le bordel parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Vous voyez? Donc, il faut que cette population puisse aussi bénéficier de ces infrastructures touristiques. Il faut que le Mourois puisse se promener sur la plage de Saly en toute quiétude et qu'il puisse être sur un banc à humer l'air frais. Cette population a droit à ça. Et alors, moi, j'aurais une question. Ah, Eliman. N'est-ce pas? Tu n'as pas pu résister, hein? Non, j'ai tout essayé, mais ça ne m'a pas laissé faire. on te la concède, cette question. Ouais. Donc, moi, je trouve, voilà, vous avez juste donné cette explication et moi, j'aimerais bien savoir, alors, pourquoi, alors, ce rejet, par exemple, on a vu de plus en plus les voix s'insurger contre un festival comme le Festival de Jazz de Saint-Louis. Et pourtant, quand on est durant, je ne sais pas, les rares fois où je suis allée à Saint-Louis au Festival de Jazz, je me suis rendu compte que cette ville, elle dort tout le temps. Et que durant le Festival de Jazz, que ça devient une ville animée. Mais paradoxalement, maintenant, le Festival de Jazz est de plus en plus décrié. Les populations disent qu'ils ne se voient pas dedans. D'où vient cette, je ne sais pas, cette dichotomie ou cette séparation qu'il y a entre cette initiative du syndicat d'initiative, les hôteliers qui normalement étaient censés se retrouver dedans et les populations qui disent que ce festival ne leur sert à absolument rien. Oui, je pense que c'est certainement des problèmes de communication, mais les événements culturels, en tout cas, si on analyse n'importe quel événement culturel, on se rend compte qu'il y a des retombées pour les populations. Maintenant, s'y retrouver dans quel sens? Moi, je suis Saint-Louisien, mais Saint-Louis, on parle de Saint-Louis partout dans le monde. Les gens ont envie de venir à Saint-Louis, c'est déjà quelque chose.
Mais c'est peut-être pas que chacun y trouve 1000 francs à gagner sur ce festival. Mais c'est clair que quand il y a le festival de jazz, mais tous les hôtels sont pleins. C'est vrai que ce sont les acteurs touristiques qui s'y retrouvent le plus. Mais le transport, la consommation des restaurants, hein, l'image de la ville, les taxes qui rentrent au niveau de la municipalité, parce qu'il faut comprendre aussi cette manne qui rend flou les caisses des communes, des collectivités territoriales qui doivent être utilisées pour les populations. Bon, c'est vrai qu'il faudra peut-être voir encore plus comment augmenter ces retombées. Peut-être, je pense que la frustration, ça peut être lié à l'accessibilité aux événements du festival. Parfois, c'est payant. Hein? C'est peut-être à ce niveau-là, bon, qu'ils sont un peu exclus. Mais le festival ne doit pas chercher la rentabilité en tant que tel. Non, mais trouver des sources de financement qui permettent d'organiser ce festival. Bon, il faut étudier le cas de santé par rapport à ça. Mais je voulais vraiment rebondir aussi sur autre chose. Je parlais que la subvention... Rapidement, parce que là, on a le temps à gérer et j'ai la pression. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais rapidement, en une minute, parce qu'on doit faire aussi une partie rapidement en Wolof avant de se dire au revoir. En une minute. D'accord. Bon, je voulais rebondir sur les industries culturelles et créatives, n'est-ce pas? Surtout sur l'utilisation des produits locaux. Hein? C'est important, je pense que ce sont des pistes. Les touristes qui viennent chez nous, ils ont envie de découvrir ce que nous fabriquons par nous-mêmes, bien ce qui reflète notre identité. Moi, j'ai toujours dit, mais dans les restaurants, dans les hôtels, mais pourquoi pas un service sénégalais? Apprendre aux gens à manger en sénégalais et leur expliquer tout ce qu'il y a autour, toute cette philosophie autour du bol. Hein? Et ce qu'on mange, notre gastronomie n'est pas suffisamment représentée au niveau de l'hôtellerie. C'est, je pense, à mon avis, de très graves erreurs. Bon, la médecine traditionnelle, bon, moi, je suis content de ce qui s'est passé avec le Covid. C'est les malgaches, là, le produit qu'ils ont proposé. Mais il faut qu'on aille dans ce sens-là, qu'on puisse labelliser nos produits et que ça puisse être exploité dans le circuit touristique. Donc, c'est ce qui fait que le tourisme devient un vecteur de mise en valeur économique. Bon, le tourisme religieux... Bon, je sais que... Oui, le tourisme religieux... Vous avez dit ça... vous avez dit ça en Wolof. D'accord. Vous avez dit ça dans la partie Wolof. Et puis voilà, parce que ça doit être entendu par tous les Sénégalais aussi. Et on vous invite à faire un résumé des messages clés que vous voulez partager aujourd'hui, mais en langue Wolof. Voilà. Oumi, oui, vas-y. Hein? Mais Mais si tu veux en Diola, aussi, on peut prendre. Là, ce sera encore pire. Donc, bon, je vais. Donc, en combien de temps? Oui, bon, 5 minutes, 10 minutes, c'est bon. Hein? D'accord. Ouais. Je profite pour je pense que même le mot d'Akan Donoir, parce que c'est que dans les questions, j'ai vu quelqu'un qui précisait par rapport à industrie culturelle, quand on parle d'industrie culturelle, quand on parle de Yinga Hamne, moi, Yinga Hamne, on peut reproduire, comme les disques, les cassettes. Donc, c'est pour ça on parle d'industrie culturelle quand il s'agit que de livres, voilà, dans le secteur de la musique, le reste, on peut mettre ça dans les industries créatives. Puis il a utilisé le terme industrie culturelle. Pour moi, je dirais plus qu'on amène New York, au Sénégal, à la découverte de la culture sénégalaise. Madame Suñu Ada ak Suñu Mbax li nga xam ne dafa mel ni jamono ji dañ ko rusa wane. Xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne nit ñi tamit dañuy rusa wax parfois di nga gis ñoo xam ne dañuy rusa wax ne fonde la ñuy lekk wala cere wala je sais pas, il y a énormément de choses yoo xam ne boo ko waxee. affaire yu am solo yooyu. je te jure ay ngurbaan genre boobu noonu ñu bëgg la xeeb wala ñàkkal la fayda. On réduit fi mu nekk nii dans la plupart des structures hôtelières en général bëri na yoo xam ne boo kiiwee plats locaux. Nga gis ñu tagal entre ceebu jën et le yassa, après c'est bon quoi, ils font pas trop d'efforts. Léegi c'est louable dans certains grands hôtels,
avec quelqu'un comme Chef Pierre Thiam, avec la carte qu'il propose à ci benn hôtel bu nekk fii gis nañ ne c'est un menu diversifié avec que des produits yoo xam ne si suñu réew lañ ko béyee loolu tamit bokk na ci li nga xam ne benn instant dina gën a xëcc ñi nga xam ne nag ñoo di touristes yi parce que instant bii ni bu fekkee géej yu rafet yeneen réew yi ñoo ñu ko ëpp boo xoolee ay Tunisie Maroc seen plages yi sont top la Turquie même chose et destination yooyu noonu am nañ beneen avantage par rapport ak ñun ñoo gën a moins cher ñun léegi lan la ñu am notre richesse nos traditions et yooyu noonu yëpp seetlu bi nga xam ne moom la ñuy def dafa nekk ne loo xam ne c'est en train de se perdre instant bi Sénégal foo xam ne mën nga fa dem nga am une part d'authenticité boo xam ne moom ngay wër nga voyager réellement mën nañ wax encore que Casamance parce que ba léegi c'est ça se modernise de plus en plus mais dafa mel ni c'est dans la zone de Kédougou chez les Bédik où ñoom ils ont su réellement garder seen culture seen aada cosaan parce que pour man culture aussi dañ koy jàpp di ko réduire juste ci loo xam ne c'est les expressions artistiques alors que distinction bi nga xam ne tàmm naa di ko def mooy entre la nature et la culture la nature mooy lépp li nga xam ne moom la doomu aadama bi di judduwaale la culture mooy lépp li nga xam ne moom lay jàng au fur et à mesure dans sa vie et donc ce qui fait que la culture c'est un champ très vaste moo tax pour man le tourisme culturel c'est ce qu'il y a de mieux à promouvoir mais dans cette promotion il faut que ñu jël en compte nos réalités socio-culturelles moi je me dis que pourquoi pas par exemple dans une zone comme le bassin arachidier wala le Ndoukoumane ou la réserve de Bamboum xam nañ ne habitat séeréer benn façon boo xam ne noonu la tàmmoon di mel seen tabaxu cosaan yooyu noonu pourquoi pas mettre un campement wala benn hôtel boo xam ne traditionnellement noonu lañ ko kii ngoon bu jotee nit ñi ñuy reeree cere ak dimb wala cere ak keccax des choses yoo xam ne dañ ko dem jëli ji ci mangrove bi ñëw defar ko devant le touriste ça ce sera une aventure exceptionnelle boo xam ne du ko am fenn première fois bi ma organisé ce genre de voyage avec sama waa classe yi nga xam ne waa Dakar lañ ça me faisait rire parce que boo leen gisee ñu mel ni comme ay picc yu réer comment ils s'égayaient ils découvraient un truc totalement nouveau c'était des gens yoo xam ne dëkk nañ Sénégal sans pour autant xam Sénégal la plupart amoon na ci délégation groupe d'élèves boobu koo xam ne c'était la première fois muy dépasser Thiès pour dem à Badoudou au niveau de Sokone et ce sont c'est des genres d'expériences dont les Sénégalais fi mu nekk nii jamono ji sont de plus en plus friands maintenant le prix des hôtels mën na décourager nit ñi mais instant bi on remarque que de plus en plus durant la période bi nga xam ne du am ay touristes yoo xam ne dañuy ñëw Sénégal ñu ngi wàññi seeni prix te bëri na aussi ay appartements wala ay maisons d'hôtes yoo xam ne ba léegi on voit que de plus en plus ça devient quasiment la norme dans certains espaces géographiques yoo xam ne bëri nañ loo xam ne nit mun na ko fa dem jëli mu di nag bu dee pour noppalu wala aussi pour ay expéditions touristiques et donc ce genre d'initiatives sont à encourager et pour man que bon après Covid bi li ñu war a njëkk def comme ñun ñëpp sénégalais yi ñu gën a focus delluwaat si ñun te xam ne instant bii nii lu defaraat suñu réew gis nañ président nee na bon il ne parle pas de récession mais que croissance bi dafa wàcc ba 1% donc croissance boobu ñoo ko war a yéegalaat te pour yéegalaat ko il est important ñuy sukkandiku ci li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp bëriwul nag loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp waaye jot na nag ñu xool naka la ñuy defee ay jéego yoo xam ne dina tax ba ñu am lu ñu moomal suñu bopp ñu bàyyi ceeb bi nga xam ne dafay nekk ceeb importé te autosuffisance bi nga xam ne 2019 ne woon nañ ñu am nañ ko en riz ñu fexe ba mu nekk dëgg bay dugub bay foñoo gën a xool naka lañ koy exploité gis nañ ne fi mu nekk nii y a de plus en plus de structures qui sont mises en place dans la transformation de la plupart de nos matières premières surtout les fruits et légumes et tout. Ce sont des initiatives yoo xam ne on gagnerait à encourager ça et acteurs culturels comme acteurs touristiques tout le monde gagnerait à mu dugal loxoom ci mbir yooyu la bu ko defee loolu mën na nekk loo xam ne day jëmale suñu réew kanam. jërëjëf Oumou macha allah donc sa wolof fi moom code shooting la mais leer na de macha allah. Alors
Alors, donc, on va venir à un autre aussi, un poulard qui va parler aussi Wolof, comme la Diola l'a réussi, le poulard devait le réussir. Alors, mais avant de donner la parole, il faut que j'annonce notre prochain invité. C'est aussi un très grand monsieur hein, que nous allons recevoir depuis le Maroc, Casablanca. Il s'appelle Alioune Gueye de Afrique Challenge. Voilà, ce sera notre prochain invité. Ce sera jeudi prochain, Inch'Allah. Et Alioune Gueye va parler de la participation des entreprises dans l'effort de guerre. Voilà, alors Mamadou Kane yow loolu ñu tënkal ci wolof yaa ngi commencé woon sax di wax ci wàllu tourisme religieux bi maanaam naka la ñuy utiliser tamit diine gi tamit pour xëcc nit ñi ñuy ñëw fii. waaw dëgg la ñu ngi jéem a tënk pour wax rek ne que mbas mi dafa daaneel secteur tourisme bi nga xam ne secteur bu am solo la si Sénégal parce que leen wax ne 480 milliards dina ko fi indi te ñu bëri ñu ngi dund si secteur boobu mu nekk loo xam ne dafa am solo lool parce que dafa mujj taxaw ñi ci doon liggéey yëpp ci gis seen bopp ñu xaw a jaaxle noonu la demee mais gouvernement bi am na ay mesures yu ñu jël pour que ñi ci nekk am nu mën a gànnaayoo pour passer période boobu waaye dafa tax nag nit ñi gën a farlu ci secteur bi gën a organiser wu di seet mais nan la ñuy def ba génn ci situation bi ñu mën a am beneen tourisme lu ci gën a leer mooy que c'est vrai que am na ay problèmes yoo xam ne war na fi jóge maanaam salte bi xale yi taxawal bi ak ñàkk kaaraange bi loolu war nañ ci indil ay saafara mais am na ay mbir yoo xam ne dina mën a tax peut-être ñu mën a am espoir mooy aéroport bi rôle bu mën a rejouer station yu bees yi ñu commencé defar code du tourisme bi nga xam ne war na ñëw ak plan stratégique boo xam ne dañuy adopté nañ ko te xam naa léegi ñu war ko lancer waaye fànn bu gën a leer bu gën a feeñ mooy que sénégalais yi dañoo war a dem nag nemmeeku seen dëkk gën a xam lu rafet lu fi ne découvrir sunu nature sunu culture voilà donc ñu am tourisme boo xam ne dafay adapté wu ci sénégalais yi mais yaakaar ne loolu acteurs yi aussi war nañ ci def jéegu agence de voyage yi hôtel yi résidence yi ñu permettre sénégalais yi ñu gën a mën a utiliser seeni service dafa laaj tamit nag wax dëgg yàlla ñu wàññi njëg yeeg lu mel noonu mais gis nañ ne que sunu aada ak sunu cosaan war nañ ko gën a war a fullaal ci activité touristique bi parce que tourisme dafa nekk loo xam ne mooy secteur économique boo xam ne mën na indi njëriñ bu bari ci sunu aada boobu mu soqali ko ba nga xam ne ñii di ci liggéey gis ci seen bopp te ñu gën a gëm seen bopp et ñu wone lii ñu yor loo xam ne maanaam dañoo am héritage bu am solo boo xam ne dañ ko xaw a sàggane tuuti te buñ ko fësalee ñu mën a am ndam bu rëy parce que loolu la ñu mag ñi ji surtout mbiru religion bi parce que nit ñi dañuy gën di jege yàlla wala yenn croyance yi et que gis nga fii nu ñu fonkee sunu nitu diine yi ak sunu barab yoo xam ne ay barab yu sell la maanaam jaral na leen lu ne donc foofu aussi tourisme bi war na ci am lu mu ci mën a def mais ñu liggéey ci ay circuit ak ay produits yoo xam ne spirituel lay doon nit ñi mën a dem ay xadara mën a dem ay ziar war a dem si ay pèlerinage te tourisme religieux boobu du l'islam rek chrétien yi parce que am na ay sites yu bëri yoo xam ne nekk na fi muy Ngazobil muy Popenguine wala muy Kër Moussa wala même ñoo xam ne sax ay ngëm-ngëm yoo xam ne ngëm-ngëmu fii la Casamance wala séeréer yi yooyu nit ñi bëgg nañ ko gën a comprendre man doon naa waxtaan ak ay kuréel Jurbel la woon si na la ñuy développer par exemple patrimoine mouride aada mouride bi ba nga xam ne dañ koy fësal si côté touristique bi donc ñu mën a créer ay route ay itinéraire fii nit ñu sell ñi jaaroon nit ñi mën ko nemmeeku souvent dañuy dégg tur yi rek mais xamuñu fan la wala ku mel ne El Hadj Oumar
maanaam Afrique bi yëpp la wër te fu mu ne dafa am ay firnde lu firndeel ne foofu la jaaroon donc yooyu yëpp am na solo nit ñi gën ko mën a organiser xoolal Kaolack avec Baye Niass ak taalibe yi jógee war a jógee Nigéria yooyu yëpp buñ ko organiser woon fii dina nekk destination yoo xam ne comme Maroc nii mu mel nit ñi di fa dem en masse wala Makka nit ñi di fa dem en masse loolu mën nañ ko am ci Sénégal parce que këru diine yi ci diine bu nekk nag yu am solo am na fii Sénégal je pense que loolu laay tëjee mais aussi di wax ne xarale yu bees yi dañ ko war a utiliser parce que loolu quand même nekk na loo xam ne muy internet beeg muy réseaux sociaux yi nekk na loo xam ne dina mën a jaay tourisme Sénégal donc ci ñëpp jàppee daal état bi ñu bay seen wàll syndicat d'initiative yi acteurs yi aussi gën a farlu nitu culture bi ak ñi nekk ci barab yoo xam ne ay gàncax ñoo fa nekk loolu lépp je pense que buñ ko organiser aménager waat dëkk bi bu baax mën nañ am ay activités touristiques yu am solo yoo xam ne Sénégal yi seen bopp dinañ ko mën a nemmeeku mais aussi gan yi war a jóge feneen. En tout cas, jërë ngeen jëf, merci beaucoup vraiment pour cette soirée vraiment très riche en informations, en savoir et connaissances dans le secteur du tourisme et de l'industrie culturelle grâce à vous deux. On va quand même vous donner peut-être le dernier message en français cette fois-ci à chacun pour donc quitter également tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et j'en profite avant cela pour remercier toute l'équipe qui travaille derrière. J'en ai cité presque la majorité, mais il faut compléter avec Abraham Niass, l'enfant de Thionke-Sil, n'est-ce pas, qui fait aussi un travail phénoménal et très engagé. Alors voilà, donc on va donner l'honneur à Oumi de terminer. On va finir par une voix d'une grande dame, une voix féminine. Alors, Mamadou Kane, quelle est la conclusion que vous avez pour aussi quitter ceux que nous suivons aujourd'hui? Oui, juste rappeler que, en tout cas, les deux secteurs qu'on a évoqués, en l'occurrence le tourisme et les industries culturelles de façon générale, ben, le tourisme, on sait qu'on a commencé ça en 70 dans les politiques, en tout cas. Après, il y a eu la stratégie de croissance accélérée, il y a aussi le PSE, qui nous montrent que ce sont des secteurs qui sont porteurs de croissance, donc de revenus et d'emplois. Donc, ce sont des secteurs extrêmement importants qui méritent une très grande considération. Et le potentiel, comme je le dis, est immense dans tous ces domaines-là. Il y a énormément de choses à faire. Bon, je pense que le Sénégal, quel que soit son potentiel, c'est encore un terrain vierge en termes de tourisme. Les perspectives sont innombrables dans beaucoup de domaines, que ce soit le tourisme culturel, le tourisme domestique, le tourisme religieux qu'on insère dans le tourisme culturel, mais aussi l'écotourisme et même la plongée sous-marine, n'est-ce pas, qui devrait être mieux développée encore. Pour ce qui concerne les industries culturelles, il faudra qu'on puisse inciter les gens à être dans les conditions de créer, parce que les industries culturelles sont basées sur la création, mais aussi qu'on puisse produire des supports, mais en même temps encourager les circuits de diffusion, de distribution et de commercialisation qui permettront à nos acteurs culturels de capter quand même des valeurs ajoutées, et ce qui permet toujours de contribuer à l'attractivité du Sénégal, mais aussi à la mise en œuvre d'une véritable industrie culturelle qui est, c'est vrai, embryonnaire, mais qui a des perspectives de développement incroyables. Je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire, une bonne gouvernance de ces secteurs-là, mais aussi mettre les acteurs qui sont à la base sur le terrain dans les conditions qui leur permettent de montrer leur talent et de s'affirmer au Sénégal, mais aussi à la face du monde entier. Merci beaucoup. Alors, Oumi?
Alors, pour moi, pour terminer, c'est juste un dernier message. Je lance un appel à tout le monde à soutenir le tourisme local, à aller à travers le pays afin de découvrir le Sénégal, de découvrir nos cultures et traditions, nos savoir-faire et art de vivre. Et surtout, j'exhorte les Sénégalais à dépenser généreusement quand ils sont au Sénégal, comme ils le font quand ils sont à Paris, Dubaï ou Istanbul. C'est le seul moyen pour moi de développer ce pays. Excellent. Alors, on va finir par cette note, cet appel, bien sûr, et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd, que nous tous, chacun d'entre nous, va faire l'effort quand même d'accompagner le tourisme à l'intérieur, mais surtout l'effort de découvrir les profondeurs de notre Sénégal pour être fiers de ce que nous sommes et d'où nous venons et de ce pays auquel nous appartenons tout simplement. Voilà, merci encore à vous et à tous ceux qui nous ont suivis cette soir. Merci à toute l'équipe derrière. Et à très bientôt. Donc, la prochaine session, c'est jeudi prochain avec Alioune Gueye, Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Depuis Casablanca, nous allons nous entraîner avec lui. Merci et bonne soirée. Merci. Okay. Au revoir. Au revoir. C'est pour les frères qui ont coulé dans l'Atlantique. Même si j'ai la chance de revenir, ma blessure est authentique. Les profs chez soi. Et puis chez soi. C'est vrai, j'ai figuré là-bas. Mon cœur était là, c'est légal. ñëw na tey noo liggéey sëriñ ci li nga liggéey seetu nañ la fin d'année erte doyul dagal bi at bi la gis mbokk yi ne suñu yére immigré métro boulot amul loto jóg bala jant bi motu moto mu ngi daw wuti wuti bitim réew bañ fa futi ubbi butu xewal biis foog ne ñibbi mu ngi guddi sori nga dëkkuwaay gëntal ñu lay teeru bis di nga delluwaay yoon wi na nga leeru xamal ne jéegale njaboot gi ñëpp ngi xaar jamoon nga ñëwal nga Sénégal mooy sa keppaar le courage de partir, la force de revenir, difficile, partir pour grandir, revenir pour bâtir, dans la crise et le froid, j'entendais ta voix, me revoir là chez moi, là où je me sens au revoir, Sénégal.